s'est félicité d'avoir réuni le président Tshisekedi et le président Kagame à Washington le 4 décembre pour la signature des accords de Washington et du cadre d'intégration économique régionale. Il s'agissait là d'un signal clair et d'un effort en faveur de la paix. Toutefois, les processus de paix nécessitent que les parties honorent leurs engagements au titre de ces processus. Les États-Unis sont profondément préoccupés et extrêmement déçus au vu de la reprise des violences dans l'est de la RDC. J'aimerais aujourd'hui vous présenter des informations supplémentaires quant à l'ampleur et la sophistication de la participation du Rwanda à l'évolution de la situation dans l'est de la RDC. Depuis 2021, le Rwanda contrôle son intermédiaire, le M23, et l'aile politique du M23, l'AFC, et a contrôlé le M23 et l'AFC afin d'arriver aux objectifs géopolitiques du Rwanda dans l'est de la RDC. Le président Kigali y a intimement participé à la planification et l'exécution de la guerre dans l'est de la RDC en apportant des instructions militaires et politiques depuis des années. Les forces de défense rwandaises ont reçu une aide matérielle en matière de logistique et de formation, ont fourni une aide au M23 et ont envoyé 5 à 7 000 soldats dans l'est de la RDC. Ces derniers mois, le Rwanda a déployé plusieurs missiles sol-air et des armes sophistiquées dans le nord et le sud Kivu afin d'aider le M23 dans son conflit face à la RDC. Le Rwanda et le M23 ont entamé leur offensive le week-end dernier afin de prendre Uvira avec les forces rwandaises qui étaient situées elles aussi sur le front. Nous avons aussi des informations qui indiquent qu'il y a des drones suicides qui sont utilisés de plus en plus, de même que l'artillerie, aussi bien par le M23 et par les forces rwandaises, avec des frappes, y compris dans le Burundi. Alors, au lieu d'avancer vers la paix, comme nous l'avons vu avec les efforts du président Trump, le Rwanda mène la région vers une instabilité croissante et vers la guerre. Et au vu des engagements pris dans les accords de Washington, nous sommes préoccupés de ce que l'armée rwandaise, de par sa présence continue dans la RDC en appui du M23, intervient. Nous utiliserons tous les outils à notre disposition pour tenir responsables les auteurs de ces actions. Le Rwanda doit reconnaître le droit du gouvernement du RDC à défendre son territoire et son droit souverain à faire en sorte que les forces rwandaises se retirent de ce territoire. Nous échangeons avec toutes les parties pour appeler à la retenue et pour éviter une escalade plus avant, et notamment pour empêcher une rhétorique hostile aux Tutsis. Alors que l'on négocie du mandat de la MONUSCO, les États-Unis veilleront à ce que la mission soit dotée des capacités suffisantes pour apporter une aide aussi bien au processus de Doha que celui de Washington, en gardant à l'esprit que les parties sont responsables de la réussite de la mise en œuvre. Et nous comptons sur le soutien de ce Conseil à l'heure de négocier de ce mandat. La capacité de la MONUSCO à apporter des capacités en appui de ces processus dépend toutefois de sa capacité à circuler, à se réapprovisionner et à appliquer son mandat sans ingérence. Le fait que les forces de la paix de l'ONU soient assiégées par des forces qui sont appuyées par un État membre qui
lui-même fournit un contingent aux opérations de paix est une hypocrisie bien triste. Malheureusement, le M23 bloque depuis des mois la MONUSCO et cela a compromis sa capacité à opérer de manière efficace à Goma, comme cela a été évoqué maintes fois aujourd'hui. Et le Rwanda continue à déployer des missiles sol-air et à mener des opérations pour brouiller et leurrer les communications, ce qui a compromis le déploiement des opérations. Comment la MONUSCO peut intervenir, peut réussir dans ces conditions? Nous demandons une fin immédiate à ces obstructions qui sont une violation des obligations du Rwanda et du M23 au titre des accords de Doha et de Washington. Nous appuyons la MONUSCO et ses objectifs et la réalisation de ces accords historiques de manière indéfectible qui présentent un potentiel, celui de mettre fin à des décennies de souffrance dans l'Est de la RDC. Je vous remercie. À travers l'accès à l'électricité, des territoires lointains vivent à nouveau le retour de l'État comme garant du bien-être commun, conformément à la vision du président de la République, chef de l'État, son Excellence Monsieur Félix Antoine Tshisekedi. Dans sa démarche d'équité énergétique, l'ANSER étend progressivement ses interventions sur l'ensemble du pays, en accordant une priorité aux zones les plus touchées par la précarité énergétique. Dans l'espace Grand Équateur, sous l'égide du ministre des Ressources hydrauliques et de l'électricité, son Excellence Aimé Molendo Sakombi, 2 centrales solaires photovoltaïques sont développées simultanément. À Bonga-Ndanga, dans la province de la Mongala, à Basankusu, dans la province de l'Équateur. Ces projets marquent une étape importante dans l'accès à l'énergie moderne dans ces territoires. Accompagnant la mise en œuvre sur le terrain, le directeur général de l'ANSER, M. Cyprien Mussimar, fait état d'un niveau d'avancement significatif. Basankusu, construction d'une centrale de 700 kW crête, avec un taux d'exécution de travaux estimé à 96%. Bonga-Ndanga, construction d'une centrale de 300 kW crête, pour un taux d'exécution de travaux à hauteur de 85%. Dans les 2 sites, l'éclairage public est d'ores et déjà opérationnel, apportant une amélioration nette et visible dans le quotidien des habitants. Là où la nuit avait longtemps occulté les rêves des communautés, se lève désormais un jour nouveau. Et là où l'accès à l'électricité est restauré, c'est le retour de l'autorité de l'État qui est rétabli. ANSER, pour un nouveau jour sur la RDC.